Il était une fois dans l'Est une révolution qui promettait de changer le monde. Comme leurs aînés de Moscou, comme leurs camarades des autres pays d'Europe, en France, ces militants étaient dévoués à la cause de la justice sociale, de la paix et des laissés pour compte. Parce qu'ils croyaient au communisme, à la République de l'amour humain, ils ont été de tous les grands combats du XXe siècle. Le Front populaire, la guerre d'Espagne, la résistance. Mais dans le même temps, les ennemis de toutes les injustices ont aussi fermé les yeux sur les atrocités du monde soviétique. Interrogés par Marcel Tria et Maurice Felvik, d'anciens militants et dirigeants du parti tentent d'expliquer ce paradoxe qui a contribué à causer leur perte. L'Atlantide, une histoire du communisme, tout de suite dans Infrarouge. Dans les grandes luttes du XXe siècle, nous étions souvent les plus nombreux, les plus enthousiastes, les plus déterminés, nous, les communistes. Les cocos, les communards, les bolchos, les stalles, les rouges. Nous formions presque, à l'intérieur de la société française, une contre-société. Avec ses rites, ses fêtes, ses idéaux. Nous forcions parfois le respect de nos pires ennemis par notre honnêteté, notre dévouement. Nous découragions souvent nos meilleurs amis par notre sectarisme. Mais pour les exploiter, les laisser pour compte d'une société injuste, nous étions porteurs d'une immense espérance. Et pendant des décennies, nous n'avons pas pressenti à quel point notre univers était pourtant fragile. Dans les replis de son histoire, de notre histoire, tant de secrets nous avaient échappé, tant de malentendus nous avaient égarés. Ce retour sur le passé d'un rêve avorté est aussi un retour sur nous-mêmes. C'était le dernier espoir. Après l'assassinat du grand dirigeant socialiste Jean Jaurès par un ultranationaliste, nul ne s'oppose plus à la guerre fratricide. La guerre la plus terrible, la plus atypique, la plus épouvantable que l'on puisse imaginer. De 14-18 qui, pendant 4 ans, va plonger des millions d'hommes dans l'enfer des tranchées et qui va soumettre les sociétés européennes à une tension extraordinaire, aussi bien sur le front qu'à l'arrière. Et les socialistes votent les crédits de guerre. Et les socialistes, dans ce contexte-là, non seulement ne se dressent pas contre la guerre, mais même ils vont accepter de voter les crédits de guerre et ils vont s'engager dans la participation officielle au conflit dans le cadre de ce qu'on appelle l'Union sacrée. Et donc, au lieu du grand espoir que laissait porter, au fond, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, c'est une défaite extraordinaire, une défaite cinglante du mouvement ouvrier que porte la guerre de 14. C'est à ce moment-là que se produit, là où on ne l'attendait pas, un événement extraordinaire dans l'un des pays qui est à la fois, j'allais dire, porté par la modernité, mais qui est en même temps un des pays les plus retardataires de l'Europe, c'est-à-dire l'immense Russie, une révolution qui non seulement balaie le vieux régime tsariste qui était là depuis des siècles et des siècles, mais impose cette révolution prolétarienne que les contingents énormes, immenses de la social-démocratie européenne n'étaient pas parvenus à déclencher, n'étaient pas parvenus à obtenir.
Cette révolution a immédiatement un retentissement extraordinaire. Le 19e siècle avait été celui de l'échec des insurrections ouvrières, notamment à Paris en juin 1948 et puis en 1871 au moment de la Commune. En Russie, la révolution réussit. C'est un pouvoir nouveau qui se met en place, le pouvoir des soviets. Cette manière dont subitement les ouvriers dictaient un nouveau droit à leur patron, dont les soldats invitaient les aumôniers à donner enfin un sens à leur vie, où les enfants demandaient à avoir seul le droit de porter des armes pour être les égaux des grands. Je ne sais pas, tout était fantastique, n'est-ce pas, dans cette révolution. Et on avait vraiment l'impression que c'était la révolution du rêve, parce que ce n'était pas encore les violences. Les violences ne sont venues qu'après. Et le fondement du fait qu'ils ont été suivis et que dans tous les pays dans le monde entier il y a eu des communistes, c'est qu'il y avait le rêve d'une société nouvelle, équitable, juste, fraternelle. Ça s'appelait quand même au début la République de l'amour humain. Il était tellement écœuré par la boucherie de 14-18, mon père, qui avait fait la guerre dans les tranchées, qui a failli mourir plusieurs fois, que ça a été vraiment sa détermination. Il n'est pas devenu communiste après la lecture du Capital. La révolution d'octobre, en 1917, l'avait complètement fasciné. Ça, c'était, après la Commune, ou l'échec de la Commune, c'était la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie, sur le capitalisme. Mais le beau rêve de la République de l'amour humain va bientôt se briser sur les dures réalités du temps. Les bolcheviks ne viendront à bout des partisans du tsar soutenus par les puissances occidentales qu'au terme d'une impitoyable guerre civile de 3 ans. Très vite, l'appareil policier mis en place par Lénine et les siens frappe aussi bien les révolutionnaires opposés à leur hégémonie que les ennemis de classe. On a eu des opinions diverses sur Lénine. Pour vous, c'était quoi? C'était ce personnage, sinon sanguinaire, mais enfin... pas du tout sanguinaire. Les actes qu'on peut juger sanguinaires, ou du moins le soutien qu'il donne aux actes sanguinaires, ne sont pas perçus par lui ni par personne comme des actes sanguinaires. Lénine, quand il dit qu'il faut supprimer les capitalistes, c'est pour briser la résistance des capitalistes pour construire le socialisme. Il a une vision, j'allais dire, médicale de la société. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, on ne peut pas plus guérir la société de ses maux qu'on ne peut guérir un patient si on ne connaît pas la médecine. Il se juge un peu le médecin de la société. Et alors un médecin, ou un chirurgien, il coupe un organe s'il le faut. C'est pas par méchanceté, c'est par nécessité. Les partisans français de la jeune révolution russe ne sont pas choqués par cette violence, pas plus que par la terreur pendant la Révolution française. Au congrès de Tours, en 1920, la majorité des socialistes français se constitue en parti communiste et adhère à la nouvelle internationale pilotée depuis Moscou. Ils se soumettent sans réserve à la discipline et aux règles d'organisation qu'elle impose, même les plus contraignantes. C'est-à-dire que nous avions une double fidélité en quelque sorte. Une fidélité à nos origines nationales, le mouvement ouvrier français, et le mouvement démocratique issu de la Révolution française, des Lumières, dont on se réclamait avec conviction, avec la plus grande sincérité. Ça, c'était la fidélité française, si je puis dire. Et d'un autre côté, nous avions une fidélité à notre matrice originelle internationale. Les partis communistes étaient nés, après 1917, à Moscou, en tant que section d'une internationale nouvelle
Marx en avait déjà fondé une, puis les socialistes, les sociodémocrates, une nouvelle internationale vraiment révolutionnaire qui avait son siège à Moscou, qui était dirigée essentiellement par des Russes, mais aussi d'autres, et nous émanions. Et qui avaient fait la révolution. Ils avaient fait la grande chose, c'est qu'eux avaient fait la révolution. Et encore une fois, nous pensions que c'était définitif. C'était une rupture dans l'histoire humaine. C'était un palier avait été franchi. Oh, c'est un siècle à la fois dramatique et puis passionnant. Je prendrais comme témoignage celui de René Raymond, qui n'était pas communiste, puisque c'est un grand intellectuel catholique, un grand connaisseur de la droite, qui considère que ce XXe siècle a commencé au moment de la guerre de 14 et puis en 1917 avec la révolution bolchevique et s'est achevé en 1991. Il l'appelle le siècle communiste. Et je crois qu'il mérite d'être appelé ainsi parce que c'est en quelque sorte, après plusieurs siècles dominés par l'Église, par la monarchie absolue, par la difficulté du mouvement social à se frayer un chemin au cours du XIXe siècle, avec la référence à la Commune de Paris et la révolution bolchevique, on a le sentiment à l'époque, les personnes les plus avancées, les plus progressistes, que enfin le peuple va conduire son destin. Il y a là une démarche de caractère prométhéen, où on pense que, échappant à toute transcendance, à toute fatalité, à tout état naturel, eh bien l'homme, le genre humain va pouvoir se définir l'histoire. En 1929, le krach de la bourse de New York provoque une crise sans précédent et des révoltes du désespoir. Dans l'ensemble du monde capitaliste, des millions de salariés basculent dans le chômage et la misère, tandis que l'Union soviétique en pleine croissance économique semble plus que jamais, pour les communistes, préfigurer un monde nouveau. La crise économique, l'humiliation de la défaite en 1918 et la complicité des grands groupes industriels et de la droite militariste vont précipiter l'Allemagne dans le cauchemar nazi. En 1933, Hitler prend le pouvoir en toute légalité. La France aussi a ses fachos. Camelot du Roi, Croix de Feu, Cagoulard. Tous ces factieux, comme on les appelle alors, survoltés par le triomphe de Mussolini à Rome et d'Hitler à Berlin, croient leur heure enfin venue à Paris. Le 6 février 1934, ils tentent un coup de force contre l'Assemblée nationale. Jusqu'ici totalement isolés, les communistes appellent toute la gauche républicaine à faire barrage à l'extrême droite et ils lancent le mot d'ordre de Front populaire. Le 14 juillet 1935, place de la Bastille à Paris, les deux cortèges des frères ennemis socialistes et communistes font enfin leur jonction avec un seul slogan sur toutes les lèvres, « Unité maintenant ». Jamais les communistes n'auront été à ce point en harmonie avec les élans de tout un peuple. Le Front populaire, constitué par les communistes, les socialistes et les radicaux, remporte le 5 mai 1936 une victoire éclatante, suivie aussitôt d'une grève générale avec occupation des usines et des ateliers. Et pendant plusieurs semaines, sur les lieux de la souffrance ouvrière, c'est une explosion inoubliable de liberté et de joie de vivre.
mouvement sans précédent qui aboutit à des conquêtes inespérées. Augmentation générale des salaires, la semaine de 40 heures, un programme de grands travaux, l'école obligatoire jusqu'à 14 ans, les congés payés, et surtout, enfin, leur dignité reconnue. À peine ont-ils le temps de savourer leur droit tout neuf à un peu de bonheur qu'une ombre menaçante se profile sur l'Europe. En Espagne, avec le soutien d'Hitler et de Mussolini, Franco et ses officiers putschistes déclenchent une sanglante guerre civile de 3 ans contre la République et le Front populaire espagnol. Léon Blum, président du Conseil français, hésite, puis opte finalement pour la non-intervention et l'abandon du peuple espagnol. Les communistes, au contraire, lancent avec d'autres antifascistes une immense campagne de solidarité. « 20 000 jeunes Français s'engagent avec enthousiasme dans les brigades internationales aux côtés des républicains espagnols. Plus du quart d'entre eux seront tués au combat. » 1939, victoire totale de Franco et de ses parrains Hitler et Mussolini. Les exilés espagnols qui franchissent la frontière sont expédiés directement dans des camps d'internement par les gendarmes français. Des milliers d'entre eux seront livrés plus tard aux nazis. Beaucoup d'autres rejoindront les maquis de la résistance française. L'Union soviétique est la seule grande puissance à avoir soutenu la République espagnole. Mais dans le même temps, à Moscou de 36 à 38, à l'issue de procès truqués à grand spectacle, les principaux compagnons de Lénine sont condamnés à mort et exécutés. En fait, des centaines de milliers d'innocents ont aussi été jugés secrètement et liquidés. Mais les militants français l'apprendront beaucoup plus tard. Et pour l'heure, ils restent fidèles au paradis soviétique et aux espoirs qu'il suscite. Sort cette idée que sans doute faut-il continuer à rêver de ce monde où l'humanité sera réconciliée avec elle-même. Mais ce qu'a apporté toute cette période qui s'ouvre en 1914 et qui se prolonge encore dans les années 30 et qui se prolongera peut-être avec la guerre et peut-être même encore au-delà avec la guerre froide, c'est un peu cette idée que avant d'en arriver là, il faut savoir que l'on va passer par une période de tension extrême, dans laquelle ce qui importera, c'est la force de l'armée, c'est le caractère soudé de l'organisation qui va aider le peuple à changer le monde et à réunifier l'humanité. Et donc, tout doit être tendu vers ça. Tout doit être tendu vers ça. Et tout ce qui détourne de cette nécessaire volonté qui doit aller jusqu'à la volonté du sacrifice suprême, tout ce qui détourne de ça doit être condamné. Mais on doit la poursuivre en soi-même. C'est-à-dire, il y a une intériorisation de cette contrainte. Chaque fois que l'on pense à un moment donné, peut-être est-ce que Staline est allé un peu trop loin? Immédiatement, le militant révolutionnaire doit trouver en lui-même les ressources pour se dire, mais en disant ça, est-ce que je ne mets pas le doigt dans quelque chose qui me conduira du côté de l'adversaire de classe? Et vous avez commencé très jeune à vous intéresser à la politique. Oui, à Vénissieux. On habitait à Vénissieux. Alors quand il y avait des réunions, mon père, il était espagnol, alors il prenait les 3 enfants parce que comme les étrangers n'avaient pas le droit de militer, mais alors il prenait les 3 enfants, habillés, tout ça, alors
Ma mère restait pour s'occuper de la maison, de la cuisine. Et alors, toute petite, déjà, on accompagnait mon père dans les réunions. Mais il était quoi, lui? Il était anarchiste, communiste? Il était quoi? Il était de tendance... Il a fini par adhérer au Parti communiste. Ouais. J'étais très au courant des choses politiques. Je me rappelle qu'une fois, il avait des camarades et qui dit, vous allez voir comment elle est ma fille. Vous verrez comment c'est. Alors il me pose une question. Et il me dit, si on te disait un jour de choisir entre ton père et le parti, qu'est-ce que tu ferais? Alors j'ai regardé mon père droit dans les yeux, j'ai dit, le parti. Ah, vous voyez, ça, voilà, ça c'est déjà une communiste, ma fille. Ma maîtresse voulait que je sois institutrice, elle aurait voulu que je continue. Et j'ai fait une année d'école supérieure, mais à ce moment-là, il y avait eu une manifestation et les gens du parti m'avaient vu, ils avaient vu que j'étais débrouillarde, je devais avoir à ce moment-là entre 13 et 14 ans, et ils ont demandé à mes parents de m'embaucher. Et je suis rentré donc au secrétariat du Parti communiste à Lyon. À 14 ans? Oui, à 14 ans. Mais je suis allé après travailler à Moscou. Et je suis resté là-bas 3 ans travailler au siège de l'Internationale communiste là-bas, pour le Parti français. Vous étiez mineur encore? Oui, bien sûr. Et ils étaient d'accord pour vous laisser partir? Parents. Les parents, le frère? Bien sûr qu'ils étaient d'accord. Quand c'était le parti qui demandait que j'aille travailler là-bas, c'est clair. Ce que le parti demandait, on le faisait. Tu as commencé jeune comme militant? Ah oui, j'ai commencé à 15 ans. 15 ans? À 15 ans, oui. C'était quoi, bien avant la guerre? J'ai découpé dans l'Avant-Garde, qui était l'organe des jeunesses communistes à l'époque, un bulletin d'adhésion que j'ai envoyé, c'était en septembre 1932. À la fin de 1935, quelqu'un est venu me voir pour me dire si je voulais partir à URSS, à l'école internationale communiste. Ouais. Alors bien, finalement, j'ai consulté quelques amis proches qui m'ont dit, mais pourquoi pas? Il fallait rester absent plus d'un an. Bon, j'en ai parlé à mon père, mon père n'était pas communiste, il était indifférent. C'était un bon vivant indifférent. Donc, que je parte, pourvu que je ne fasse pas de conneries, il était d'accord. Aujourd'hui que tu sais ce qui se passait en Union soviétique, est-ce que tu t'en rendais compte quand tu y étais, toi? Dans la première partie de notre séjour, il n'y avait que des aspects positifs, dans ce sens qu'il sortait de cette période très cruelle, et de la guerre civile, et de cette nouvelle guerre civile qui avait été la collectivisation des campagnes. Il sortait des restrictions, etc. Il y avait un élan, n'est-ce pas, libérateur, disons. Hein. Bon, donc c'était toute une période assez exaltante. Et qui confirmait la confiance que nous avions dans ce pays qu'était l'Union soviétique. Bon, en 1936, ça a changé, l'atmosphère a changé, avec des procès. Ça, vous en êtes rendu compte? Ah ben, évidemment. Y compris parce que nous avions quelques-uns des professeurs qui venaient chez nous, des intervenants, qui ont disparu. Des camarades du Komsomol soviétique, de la jeunesse communiste là-bas, ont disparu, qui venaient assez souvent chez nous. Donc cela nous posait des problèmes, bien, nous interpellait, ça ne nous plaisait pas, hein, ça nous plaisait pas. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous aviez une explication? Évidemment, que l'Union soviétique de se défendre contre des ennemis, nous savions qu'il y avait des adversaires, c'est vrai. Maintenant, que des communistes fussent persécutés, comme ça a été le cas, ça c'est autre chose. On se demandait, mais comment ça se fait que dans un tel parti, il y ait eu autant de traîtres? Ça, c'est... Bon, alors,
Tu sais qu'en France, nous avons eu cette philosophie de dire, mais sous la Révolution française aussi, il y a eu des têtes parmi les révolutionnaires, et il a fallu les décapiter. On peut dire que nous n'étions pas à l'aise. Léo, oui. Ces procès, quand tu es revenu en France, tu en as parlé dans le parti français, ou c'est passé comme ça? Les procès ont interpellé les gens, ça ne fait pas de doute, y compris les communistes. Bon, d'autant plus que cela a porté un coup au Front populaire, parce que les procès de Moscou étaient en quelque sorte, faisaient en quelque sorte contradiction aux décisions du 7e Congrès international qui visait à l'élargissement, à l'Union, etc. Et le Front populaire en France, c'était les socialistes, les communistes, les radicaux, mais aussi un grand nombre d'intellectuels, parmi les plus connus, parmi les plus valeureux. Bon, alors, ces intellectuels se sont interrogés. C'est à ce moment-là qu'André Gide a posé ces questions. Mais c'est clair qu'il y a eu des questions. Mais l'idée que la révolution russe devait faire place à des ennemis extérieurs et intérieurs, n'est-ce pas, a couvert quand même ces choses. Le Front populaire n'est déjà plus qu'un souvenir. En 1938, les Anglais et les Français capitulent devant Hitler à Munich, ce qui provoque l'indignation des communistes. Un an plus tard, Staline et Molotov signent le pacte germano-soviétique qui va prendre au dépourvu les communistes français, engagés depuis des années dans la lutte antifasciste. Comment on a vu le pacte germano-soviétique comme une chose qui ne nous regardait pas en quelque sorte. C'était l'affaire des soviétiques qui devaient pouvoir se protéger eux-mêmes. Donc ils avaient intérêt à avoir un pacte de bonne entente avec les Allemands. Alors que c'est une affaire qui n'était pas une affaire à nous. C'est une affaire qui les regardait eux. C'est comme ça que nous on prenait à ce moment-là des choses. C'est comme ça qu'on prenait. Ça ne nous faisait pas plaisir, mais c'était une affaire à eux. Et c'était dans leur intérêt à eux. Voilà. Je me souviens, quand ses camarades venaient à la maison et lui demandaient à mon père « Qu'est-ce que tu en penses du pacte germano-soviétique ?» Il répondait « Je n'y comprends rien, mais si tu me dis de mal de Staline, tire-toi parce que nos relations sont rompues. » Voilà. En France, en juin 1940, l'avancée foudroyante des panzers de la Wehrmacht provoque la fuite éperdue des populations et la débandade des autorités de la République. À Londres, le général de Gaulle lance son appel du 18 juin, tandis qu'à Paris, Hitler fait le tour du propriétaire. Seul de tous les pays occupés, la France se dote d'un gouvernement de collaboration présidé par le maréchal Pétain et dirigé par Pierre Laval. À la suite de son refus de désavouer le pacte germano-soviétique, le Parti communiste a été interdit dès septembre 1939, ses élus internés, et il est entré dans la clandestinité. Malgré la consigne paradoxale de Staline de ne pas prendre parti dans cette guerre entre impérialistes, de nombreux communistes français vont s'engager dès 1940 dans la résistance active, au risque de la prison, de la torture et de la mort. Au camp de Châteaubriand, le 22 octobre 1941, 28 d'entre eux seront livrés aux autorités allemandes et fusillés. Le plus jeune, Guy Moquet, avait 17 ans. Pour complaire à ses maîtres nazis, le gouvernement collabo lance contre les résistants ses gendarmes et ses policiers appuyés par la milice de Darnand. En novembre 1943, ils parviendront à décimer les combattants communistes étrangers du groupe Manoukian. 22 d'entre eux seront fusillés au Mont Valérien, ceux de la Fiche Rouge.
Dès 1940, le gouvernement de Vichy a pris l'initiative d'une impitoyable chasse aux Juifs. Ils vont être raflés par dizaines de milliers, y compris les enfants en bas âge, par la police française et la gendarmerie, puis expédiés depuis le camp de Drancy vers les camps de la mort. Et tu as quel âge quand la guerre arrive? Oh, j'ai 6 ans. 6 ans, donc j'ai passé la guerre 6-7 ans, oui, jusqu'à 11 ans, quoi. 11 ans. Donc, dans toute la période, disons, la plus tendue, 41 à 44, quoi, j'ai entre 8 ans et 11 ans, quoi. Et il fait pas bon s'appeler Fitterman. Bah, j'ai gardé à cause de cela des souvenirs très précis. J'étais comme beaucoup d'enfants juifs, avec ma famille, pour chasser, cacher, d'abord dans une institution catholique, et puis ensuite chez une famille paysanne catholique à la campagne, sur les plateaux du Velay, aux limites de la Haute-Loire. Cette femme, veuve, prenait un risque considérable. Et c'est le curé du village qui nous fournissait nos cartes d'alimentation, enfin ma mère, et qui lui avait demandé, et elle a accepté un coup de mérite. Si elle s'était fait prendre, c'est ce qui serait arrivé. C'est une femme très, très courageuse, très travailleuse. J'en ai vraiment gardé un grand souvenir. En plus, le soir venu, on mettait... alors c'était une ferme un peu isolée, elle n'était pas dans le village. Elle mettait une couverture sur la fenêtre et elle écoutait Radio Londres. Donc ça marque quand on est enfant. Ce côté mystérieux. On voulait sortir de cette horreur et bâtir un monde de paix, un monde de justice. Et c'est évident que l'Union soviétique, son armée, sont apparues, à juste titre, je le crois, comme ayant joué un rôle, ayant supporté le poids principal de la guerre, ayant joué un rôle décisif dans la victoire sur Hitler. Et ça a été un déterminant fort de mes choix politiques au lendemain de la guerre, c'est évident. Tes parents s'en sont tirés aussi? Non, ma mère, oui. Mon père, non. Il a été arrêté en novembre 1943, déporté à Auschwitz, et il est mort 6 mois après. Déclenchée en juin 1941, la terrible offensive de la Wehrmacht contre l'Union soviétique vient se briser ici, en 1943, à Stalingrad. Ce sera le tournant de la guerre. Dès lors, l'espoir change de camp. En France, les communistes et leurs branches armées, les FTP, francs-tireurs et partisans, par leur sens de l'organisation, leur courage et leur esprit de sacrifice, s'illustrent dans les combats clandestins de l'armée des ombres. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été exécutés, sont morts au combat ou en déportation. On sait que dans le combat résistant, ce qui était l'autre élément qui était difficile, c'est l'impression de la nuit, c'est-à-dire cette impression d'un horizon bouché, un nazisme qui, jusqu'en 1942, est triomphant à l'échelle du continent, qui peut-être va l'emporter à l'échelle planétaire, et donc cette espèce de chape de plomb de la désespérance était un élément, j'allais dire, qui était capable d'anémier le combat résistant. Et du côté communiste, cette espèce d'espérance qui prend parfois l'allure d'une véritable foi est quelque chose qui permet, dans l'adversité, dans la nuit absolue, dans cette impression à un moment donné de quelque chose qui écrase, cette impression que malgré tout, il faut tenir et que si l'on tient,
il y aura des lendemains qui chantent. Et je dirais que cette dimension-là n'est pas pour rien. En plus, ajouter à l'expérience de la clandestinité et ajouter à cette extraordinaire capacité, j'allais dire communiste, de s'immerger dans le tissu social, dans les comités de lutte contre la vie chère, les comités de femmes pour le ravitaillement, les comités d'aide aux prisonniers, etc., etc. C'est cette capacité d'enracinement des communistes français aura été une des clés de leur efficacité résistance et évidemment de l'aura qu'ils auront à la libération. 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, tandis que les groupes résistants harcèlent les forces occupantes. Fin août, les forces françaises de l'intérieur, les FFI, libèrent Paris avec le renfort de la population. C'est le communiste Rolf Tanguy qui dirige les opérations depuis son PC dans les catacombes de Denfert-Rochereau. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Rolf. La voie est libre pour la 2e DB du général Leclerc et pour le retour triomphal du général de Gaulle. Belleville, c'est la rue où au 69 rue de Belleville, il y a une permanence de la jeunesse communiste. Je passe dans la rue, quelqu'un m'appelle Henri. C'était l'un des rares jeunes juifs de mon école qui n'était pas passé dans le grand trou de l'histoire. Tu viens? Voilà, j'ai dit oui. J'ai adhéré à la jeunesse communiste. On était bien une dizaine en même temps. Voilà, la première réunion à laquelle je rentre, 44, il y avait encore les milices patriotiques, c'est-à-dire qu'une partie des jeunes du local avaient le revolver à la ceinture, et ils avaient fait la libération. On était en octobre, la guerre continuait, ça devait se passer sur le Rhin, et là, il y avait, dans un tout petit local, des dizaines de jeunes, des garçons, des filles joyeux. Le 8 mai 1945, le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris est sorti dans la rue. Quand Paris sort, ça donne une rue de Belleville et des rues adjacentes où les gens marchent comme ça et descendent vers le cœur de la ville. Il y en avait jusqu'à l'Étoile. Il a dû y avoir ce jour-là. Je pense que, sauf les enfants en bas âge, les mamans qui les gardaient, les grands-mères qui ne pouvaient pas marcher, la ville était là. Il y avait du soleil, c'était le bonheur de vivre, la fin de la guerre. On était revenu donc de la zone libre, on faisait partie des juifs qui avaient survécu. Les 3/4 des juifs en France ont survécu. Et s'ils ont survécu, c'est grâce au peuple français. Donc pour moi, à 14-15 ans, quand je vais travailler, que je deviens un petit communiste, et que je me sens profondément français, j'ai le sentiment que cette nation était la mienne, qui était fraternelle, qui était belle, qu'elle avait lutté, que c'était la fin de la guerre. Voilà, c'est un élan de vie. Les communistes tiennent le haut du pavé à cette époque. Les communistes dans le 19e sont majoritaires dans le 19, le 20, le 10, le 11. Ils tiennent le haut du pavé, mais je ne sais pas comment dire, sans arrogance, parce que comme il n'y a pas de haine claire en face, ça va de soi. C'est-à-dire, comment vous dire, il n'y a pas besoin de dire c'est nous que voilà, puisqu'on est là, puisque ces jeunes qui m'entourent ont fait des barricades, ont participé à la libération de Paris, puisque l'Union soviétique, qui est notre grand pays phare, n'est détestée par personne, puisque la masse des Français aime les Américains et aime l'armée rouge, au fond, puisqu'il y a des ministres communistes au gouvernement, puisque, il n'y a pas besoin d'être arrogant.
Ça fait partie. On fait partie de la France qui a gagné, de la France belle, de la France que la qui sur les décomptes de la collaboration s'affirme. Donc on est bien. Le gouvernement présidé par le général de Gaulle applique le programme du Conseil national de la résistance, le CNR. Il comporte 5 ministres communistes. En 1946, ils seront 8, puis 10. Ambroise Croizat, ministre du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures, en majorant de 50% les heures supplémentaires, et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses. À la reconstruction, François Billoux accélère le déblaiement des ruines. Il reconstruit les maisons et prépare la loi sur les dommages de guerre. Marcel Paul, héros de Buchenwald, il nationalise les trosses du gaz et de l'électricité. Il rend son élan à l'industrie. Avec d'autres mesures du programme du CNR, le vote des femmes, la sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, le statut du fermage et du métayage, c'est ce qu'on appelle le modèle social français, alors unique au monde. Grandis par l'héroïsme de leur résistance et portés, comme en 1936, par l'enthousiasme populaire, les communistes totalisent aux élections de 1946 182 députés avec plus de 28% des suffrages. Le PCF sera pour longtemps le premier parti de France et à l'appel de son secrétaire général Maurice Thorez, ministre d'État, il va se jeter de toutes ses forces dans la reconstruction du pays. Je suis né à quelques centaines de mètres d'ici, rue de l'Enfer, il y a 80 ans. C'était à l'époque une grande crise du capitalisme et j'achève mes jours dans cette terre natale au moment d'une autre crise du capitalisme. Terre natale qui est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Oui. Une famille ouvrière. Ouvrière du côté de mon père. Mon grand-père était mineur dans le bassin houiller de Brassac, puis ouvrier chez Michelin. Mon père était au chemin de fer. Et du côté de ma mère, c'était des artisans du vieux Clermont. Alors toi, tu es un peu, on peut dire, un produit de l'école de la République. Ah, moi, je vais employer un très mauvais mot, mais un exemple type de la promotion républicaine. Il y a eu au fond 2 promotions ouvrières dans ce pays. Et la promotion républicaine par l'école des instituteurs, et il y a eu la promotion syndicale ou politique par le Parti communiste et la CGT, qui ont rattrapé en partie ce que l'école n'avait pas pu faire, en faisant d'enfants d'ouvriers ou de jeunes ouvriers des hommes capables de jouer un rôle dans les affaires publiques, voire de devenir ministre ou ministre d'État. Maurice Thorez a été réellement, pendant 1 an de sa vie, mineur de fond. Il n'avait que son certificat d'études. Et quand je l'ai connu à la fin de sa vie, il était devenu le président du Parti communiste, il pouvait discuter avec un Picasso, un Aragon, d'égal à égal. Je dois beaucoup à mes instituteurs, beaucoup à mes professeurs, qui ensuite ont eu à la Libération la générosité au fond et l'intelligence, parce que le lycée de Clermont n'était pas préparé à cela, de m'envoyer préparer Normale Supérieure à Paris au lycée Henri IV. Un jour, je suis revenu à Clermont-Ferrand, je devais avoir 21 ou 22 ans, et j'ai rencontré des cheminots qui travaillaient avec mon père. Et ils savaient que j'adhérais au parti. Il y en a un qui m'a dit, tu vas mettre tout ce que tu as appris à notre service. Et c'était les miens, et c'est toujours les miens. Mon père et mon oncle ayant été tués pendant la Résistance, l'un guillotiné, ça, quand même, il y a toute une histoire assez dramatique. À Lyon. À Lyon. Donc, pour moi, j'étais de ce côté-là. J'étais communiste. Ma mère était une ouvrière qui travaillait dans le tulle, dans des conditions très dures, très exploitées.
Donc les communistes, pour moi, c'était des gens qui défendaient les ouvriers, qui étaient pour la justice, qui étaient pour la liberté, qui s'étaient engagés pour la libération de la France. Donc j'ai voulu continuer ce combat, voilà. Dès que j'ai été adolescente, j'ai adhéré à l'UJFF contre mon gré, mais enfin, je voulais adhérer à la jeunesse communiste, et puis très rapidement au parti. Voilà. Je pouvais pas ne rien faire alors que mes parents avaient payé si cher, quoi. Comment était le parti quand vous, jeune adhérent, quoi? Est-ce qu'on s'y sentait bien? Oui, en tout cas, je fais une découverte, c'est assez extraordinaire parce que d'abord c'est un milieu extraordinairement combatif, le souci des gens, l'intervention permanente pour aider, pour conquérir des avantages, ça tout de suite un niveau de lutte, un niveau d'intervention que je vois nulle part ailleurs, et surtout un horizon qui s'élargit très vite. Moi, je suis un enfant de la campagne, mon monde est assez fermé pendant toute ma jeunesse, et voilà que tout de suite, en arrivant au Parti communiste, on va me parler du monde. On va me parler de l'histoire de la France, on va me parler du monde. Je vais prendre, comment dirais-je, la dimension de la réalité du combat politique en France et du rôle du Parti communiste que j'ignorais, découvrir des pratiques d'universalisme que j'ignorais totalement. Je vais découvrir vraiment beaucoup. J'ai trouvé dans les archives du Parti communiste français une petite chemise dans laquelle il y a la sténographie intégrale d'un discours prononcé par Maurice Thorez devant les hauts cadres du parti en décembre 1947. 46. Il y a aussi l'intervention de Benoît Frachon. Et tous les deux se trouvent d'accord pour dire, voilà, on parle avec Dimitrov, qui était un dirigeant assez ouvert, qui avait dirigé l'international, qui se trouvait à ce moment-là en Bulgarie. Benoît Frachon l'avait vu. Il faut réfléchir. Nous ne pouvons pas faire le socialisme comme nos camarades russes. Nous sommes à une autre époque. Les démocraties ont beaucoup progressé. On a écrasé le fascisme. On entre dans une ère peut-être plus pacifiée. Nous devons emprunter un autre chemin et y développer longuement, avec les droits démocratiques, les libertés. Continuer en somme 1789, 1793, mais sur une base nouvelle. Et on sent dans le comité central du parti, il y avait les députés, les futurs sénateurs, les conseillers de la République, quelques intellectuels, une réticence très forte. C'est le moment où Maurice Thorez donne une interview à un journal, le Time, où il dit « Nous emprunterons d'autres voies que nos frères ». Mais là, très vite, une lettre arrive de Moscou, signée Zhdanov, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça suffit. Et Maurice Thorez a longuement hésité, d'après ce que je crois reconstituer. Mais là, l'idée de la discipline devant la direction du mouvement en Union soviétique l'emporte chez lui. Peut-être aussi était-ce infaisable. En 1948, 3 ans à peine après la victoire, la répression sanglante de la grève des mineurs par le gouvernement socialiste fait définitivement voler en éclats le Front uni des résistants. Depuis 1 an déjà, les communistes ont été chassés du gouvernement à cause de leur soutien aux revendications ouvrières et de leur opposition à la première guerre d'Indochine. Le monde vient d'entrer dans la guerre froide. En Corée, en 1950, la Chine communiste et les États-Unis s'affrontent directement. La possibilité d'une nouvelle guerre mondiale entre l'Est et l'Ouest semble imminente. Et chacun en est conscient, ce sera une guerre atomique. Contre cette terrible menace,
les communistes déclenchent dans tout le pays une immense croisade pour la paix, avec pour emblème la célèbre colombe de Picasso. À leur appel, se tient à Paris un énorme rassemblement des partisans de la paix venus du monde entier. Sans distinction d'opinion politique ou de croyance religieuse, nous sommes préparés et résolus à gagner la bataille de la paix, c'est-à-dire la bataille de la vie. Les gens, des fois, ne comprennent pas ce que pouvait être, pour un garçon de l'époque, la guerre froide. La guerre froide, il y a eu cette rupture, les communistes chassés du gouvernement, l'idée que la guerre pouvait éclater entre l'URSS, au fond, la grande revanche. Nous, on l'a vécu comme la grande revanche. La revanche de l'impérialisme, la revanche contre l'Union soviétique, la revanche contre les manifs ouvrières. En 1947, un ministre envoie les chars contre les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Un ministre socialiste. Socialiste, Jules Mock. C'est-à-dire, c'est le moment où cet immense élan, on se resserre, on se referme, mais pas parce qu'on l'a voulu, on a le sentiment d'être agressé. C'est vrai en Italie, c'est-à-dire qu'au fond, dans toute l'Europe, c'est le début de la marche en arrière. Il y avait eu les premiers matraquages de manifs, il y avait eu les grèves réprimées, il y avait des jeunes qui partaient à l'armée comme moi, qui faisaient des exercices de guerre. Il y a eu une chape de plomb qui tombait et qui du coup nous a aussi poussés à nos excès. C'est que quand on a le sentiment qu'on vous enferme, vous vous enfermez. De l'autre côté de ce qu'on appelle déjà le rideau de fer, une autre chape de plomb. En Tchécoslovaquie, en 1952, 14 dirigeants communistes, dont 11 juifs, sont jugés pour trahison. Parmi eux, Arthur London, ancien des brigades internationales, résistant à Paris, déporté à Mauthausen, devenu vice-ministre à Prague. Il sera l'un des 3 accusés qui ont échappé de justesse à la potence. Alors, Lise, je voulais vous poser une question. Votre mari est emprisonné. Hein, c'est un communiste à 100%. Oui. Il a été à la guerre d'Espagne, il a été résistant, déporté. Et il est arrêté et accusé des pires choses. De tout. Espionnage, de tout ce que vous voulez. Et alors vous y croyez, vous? Mais absolument, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, j'ai continué de voir mon mari. Et alors là, qu'est-ce que vous lui avez demandé à votre mari, vous vous souvenez? Alors, est-ce que tu es coupable? Non. Parce que vous aviez... Alors pourquoi tu as avoué? J'étais obligé, je ne pouvais pas faire autrement. Autrement, tu ne me verrais pas aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, est-ce que ça vaut le coup d'être communiste si c'est pour faire une société pareille? Vous n'êtes pas dit ça? Non, parce que je pensais pas que... Je pensais que le Parti communiste tchèque n'était pas un bon parti. Que c'était pas ça c'était pas le communisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Je considérais que ça, c'était pas le communisme. Le communisme, c'était tout le contraire de ça. Le communisme, c'était la fraternité, c'était tout le contraire. D'ailleurs, quand j'avais quitté là-haut, quand on m'a exclu du parti tchèque, et que je suis sorti, que je me suis retourné, que je leur ai fait la déclaration, un jour vous regretterez, vous comprendrez que c'est vous les coupables. C'est vous qui n'êtes pas des communistes. Et je disais aux autres communistes qui étaient là et qui avaient voté, et je leur ai dit, je sais très bien que vous pouviez pas faire autrement. Je vous en veux pas. Je sais que vous me considérez pas comme une non-communiste, mais que vous me considérez comme une communiste. Et c'est la tête haute comme communiste que je sors d'ici. Et aux autres qui étaient là-bas, je leur disais, vous regretterez un jour d'avoir été ceux qui m'avaient exclu. Ah non, j'ai toujours bataillé. Toujours.
Pour les communistes français, pourtant, rien ne peut ternir le prestige de ce qu'ils appellent le camp socialiste. Il y avait une association France-Source à l'usine, assez influente. Il y avait une délégation de France-Source qui s'était rendue là-bas, pas seulement avec des communistes, il y avait des gars de la CFTC, à l'époque la CFDT n'existait pas, c'était la CFTC, qui globalement étaient revenus, alors bon, les communistes beaucoup plus enchantés que les autres, bien sûr, mais qui globalement considéraient que ce qui se passait en URSS c'était positif. Et que sans doute ils avaient du retard sur notre mode de vie, sur notre niveau de vie, mais qu'ils avaient payé très cher la guerre, ce qui était vrai, en hommes, en moyens, en destruction. Donc c'était quand même l'idée que effectivement là-bas on construisait quelque chose qui était mieux qu'ici, globalement, sans regarder de trop près, quoi, mais globalement oui quand même. Oui, l'espoir était là-bas. Staline a 70 ans. C'est de partout, vers Paris, que va l'amour pour Staline. En rendant hommage à Staline, nous rendons hommage à notre passé. Nous éclairons notre présent. Nous annonçons notre avenir. La France veut montrer comment elle s'est aimée. Pour son 70e anniversaire, on envoyait comme ça un wagon entier de cadeaux. Et mon père, c'était un panier de langoustes. On imagine dans quel état devaient arriver les langoustes Le plus beau cadeau qu'il puisse faire. Voilà, c'était le plus beau cadeau qu'il puisse lui faire. Sauf qu'à mon avis, soit il n'arrivait pas, soit il arrivait dans un drôle d'état, quoi. Ma mère, elle tricotait les chaussettes. Moi, je sais que j'ai fêté les 70 ans de Staline. J'ai porté de la terre du rue où il y avait eu des barricades pendant la Révolution, ou la Commune de Paris, rue du Chevalier de la Barre à Montmartre. J'ai envoyé de cette terre à Staline. Et on en rajoute. On en rajoute dans le culte de Staline. On en rajoute, par exemple, quand Maurice Thorez, en 1949, dit si l'armée rouge venait à poursuivre jusque sur le territoire français des agresseurs occidentaux, comment la classe ouvrière française pourrait-elle faire autrement que de combattre aux côtés de l'armée rouge? Voilà une déclaration, j'allais dire, qui paraît aujourd'hui impensable, et qui paraît impensable pour un parti qui est le parti, j'allais dire, de la résistance, de l'orgueil national, etc. Vive à jamais notre cher et grand Staline, vive le communisme! Il y a eu dans l'adhésion au communisme quelque chose qui psychiquement évoque les phénomènes, je pense, qui se passent chez les croyants qui adhèrent à telle ou telle religion. Une passion, une espérance, la croyance, mais pas en un au-delà, en un avenir de l'humanité elle-même, un dépassement de l'humanité à l'intérieur d'elle-même, si je puis dire. Oui, écoutez, ça peut amener à l'aveuglement. Ça peut mener à refuser de voir certaines réalités ou certains aspects de la réalité parce que, sans le vouloir d'ailleurs, parce que il serait contradictoire avec l'espérance qu'on porte en soi. Et quand disparaît celui qu'on appelle le petit père des peuples, à Paris, comme à Moscou, et dans le monde entier, le peuple communiste semble inconsolable. Mais à peine 3 ans plus tard, un véritable coup de tonnerre. Désormais, les anticommunistes ne sont plus les seuls à dénoncer Staline. C'est Khrouchtchev lui-même, son successeur,
qui révèle les crimes de masse dont il a été coupable. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux des historiens, l'étendue des massacres staliniens que le rapport Khrouchtchev ne faisait qu'esquisser. La répression a véritablement commencé avec force sur une vaste échelle à partir du moment où on a forcé le processus donc de collectivisation. C'est quand même la dékoulakisation, c'est-à-dire la déportation de plus de 2 millions de paysans supposés riches, mais en fait c'était ceux surtout qui s'opposaient à la collectivisation, qui a enclenché ce processus au fond de répression de masse. En 25 ans, environ 1 600 000, 1 700 000 de personnes sont mortes au goulag, d'habitude donc de maladies, de faim, d'épuisement. En déportation, sur les 6 millions de personnes déportées, à peu près 1,5 million est mort dans les 4 ans ayant suivi la déportation. Il s'agissait essentiellement de vieillards, de personnes âgées, mais aussi de très jeunes enfants qui n'ont pas tenu le choc de la déportation. Nous avons 1 million de personnes exécutées, et puis il y a les 6 millions de morts des famines qui évidemment sont aussi à mettre sur le compte au fond du régime. Donc de ce point de vue, le bilan est extrêmement lourd, et en tout donc cela fait environ une dizaine de millions de personnes mortes directement, donc des suites d'une des politiques répressives, car elles sont évidemment à mettre au pluriel, hein. C'est le travail forcé, les déportations, les famines et les exécutions. Ce qui est quand même fascinant, c'est que Lénine tombe malade, il y a plusieurs candidats possibles, quoi. Un certain nombre de grands dirigeants de la Révolution, et finalement c'est le pire qui gagne. Oh, le pire, non. Non, non, c'est pas le pire. Trotsky était pareil, hein. La loi des comment ça s'appelle, des otages, c'est lui qui l'a pratiqué. C'est-à-dire, eh ben, c'était que quand un officier de l'armée ou un responsable ne fait pas bien son travail, ou sabote, ou est supposé saboter, etc., on prend en otage sa famille. Alors ça existait sous la Révolution française, hein. Ça existait c'est pas Bioraren ou Collot d'Herbois qui a mis ça au point en 94. Les révolutionnaires russes connaissaient très bien les précédents de la Révolution française. Mais enfin, Trotsky était aussi dur, même peut-être plus que Lénine. Que Staline. Non, que Lénine, j'ai bien dit. Oui. Et puis que Staline aussi. Ça, l'un et l'autre, on peut pas vraiment faire la différence. Simplement, ils n'ont pas la même éducation, et du même coup, ils n'ont pas le même tempérament, c'est vrai. Et puis, il y a des dons que Trotsky a que n'a pas Staline. Mais Staline n'est pas le monstre qu'on dit par rapport aux autres. Hein. Par rapport à vous, à moi, oui, mais par rapport aux autres, non. Avec Staline, c'est plus tout à fait la même chose quand même, parce que lui, on a l'impression que créer une société équitable, il s'en moque un peu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grande Russie. Non. Lui aussi, c'est un plébéien, et qui a une méfiance totale pour les intellectuels, donc pour les anciens militants, qui avaient des idées sociales dont ils discutaient, etc. C'est bavard, disait-il. Lui, il incarne malgré tout les classes populaires. C'est un ancien séminariste. Et donc, il soutient cette montée par en bas, cette plébéianisation, qui chasse les anciens fonctionnaires de leur poste, et il autorise le turnover, n'est-ce pas, des dirigeants. Un peu ce que Mao fera au moment de la révolution culturelle. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Oui, mais je veux dire, on n'a pas l'impression que la construction d'une société idéale fasse partie de l'amour humain, oui. Fasse partie de ses projets. Si, mais c'est peut-être pas celle de l'amour humain, c'est celle d'une société construite sur une égalité d'un type nouveau,
avec ses dieux. Ses dieux, c'est la production, ses dieux, c'est le progrès, ses dieux, c'est la science, ses dieux... Et lui, il est le dieu des dieux, puisque il fait les plans, n'est-ce pas, quinquennaux, il se prétend capable de juger même de la linguistique, n'est-ce pas, il va voir tous les films, et il autorise certains et pas d'autres, il juge de l'art, donc cette société dont il est le chantre doit être une société... non pas parfaite, mais en progrès constant. Si, c'est son plan, c'est son idée. Mais avec des moyens qu'évidemment on juge terrifiants, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a absolument aucun scrupule. On dit c'est un psychopathe, quoi. Mais je veux dire, il y a un moment où il tue tout le monde, il tue sa femme, il tue autour de lui. Il n'y a pas que lui. Il aime personne. Il n'y a pas que lui dans l'histoire. C'est quand même extraordinaire. C'est Caligula. Oui, c'est Caligula, mais en fait... il est quand même adoré. Il est quand même adoré parce que tous ces gens qui savent pas. Non, il est adoré. Non, mais les gens veulent pas savoir. Ça, c'est une illusion intellectuelle de croire que les gens veulent savoir. Les gens pensent à leur vie à eux, pas à l'histoire et à ce qui se passe autour. Non, mais les gens, ils voient qu'ils étaient paysans et que maintenant, ils contrôlent un kolkhoz et puis que maintenant, ils dirigent un arrondissement et qu'ils montent. C'est ça que les gens voient, eux. Oui, mais ils ont un cousin au goulag, un autre fusillé. Ils ont un cousin au goulag, mais peut-être il reviendra. D'abord, il en est revenu plus qu'on ne le dit, n'est-ce pas? Et puis, ils iront au goulag, mais ils reviendront, pense-t-il, n'est-ce pas? Et puis, que les autres crèvent, ça leur est tout à fait indifférent. Et en même temps, contrairement aux premiers révolutionnaires, ce sont de moins en moins des gens de conviction. Ils n'ont aucune conviction. Ce sont de plus en plus des arrivistes, en somme. Arrivistes... Des gens qui sont mus par la volonté de monter socialement. Dans toutes les sociétés, les gens veulent monter. Il y en a peu qui veulent descendre. À ma connaissance. Donc, bien sûr, ce sont des gens qui veulent monter, qui sont montés. Mais, autant le régime qui se dit le mouvement, le parti de la classe ouvrière, ne veut rien pour les ouvriers, rien. Les salaires n'ont pas augmenté, les horaires n'ont guère changé, il y a du désordre parce que c'est la révolution, mais il n'a rien fait. Par contre, ce régime, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré ses ouvriers dans son appareil d'État. Et vous avez des milliers et des milliers d'ouvriers, puis de paysans, et surtout de soldats, qui vont entrer dans l'appareil d'État, et eux, c'est une vraie promotion. Ils sont devenus l'appareil du pouvoir dans les années 30. Et c'est ce que moi j'ai appelé la plébéianisation de l'État. Et c'est cette plébéianisation qui correspond à la bureaucratisation. Or, ces bureaucrates ne sont pas forcément formés à la gestion, à l'administration. Mais c'est du pouvoir populaire. Et c'est à partir du moment où il y a un pouvoir vraiment populaire qu'on peut parler de bureaucratisation. Et que peu à peu, par en haut, on va essayer de les contrôler mieux. Et puis peu à peu, que ceux-là, ils vont essayer de monter plus. Et Khrouchtchev, il va arriver tout en haut. Et puis il n'y a pas que lui d'ailleurs. Bien que le rapport Khrouchtchev soit rapidement publié dans le monde entier, le PCF va nier officiellement son existence pendant 20 ans. Ce qui choque Thorez, ça n'est pas le contenu de ce que dit Khrouchtchev, c'est le fait qu'il l'énonce publiquement ou semi-publiquement dans un discours de congrès. Thorez dit... J'ai lu dans le rapport un rapport de Khrouchtchev qui dit à la fois les mérites et les fautes du camarade Staline. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle plus que des fautes et qu'on ne parle pas des mérites. Or, pour qui a lu le rapport secret, je voudrais bien savoir où se trouvent dans le rapport secret les mérites du camarade Staline. Donc, Thorez se sent obligé de parler aux siens et de mentir. Derrière son intervention, des dizaines de membres du comité central interviennent pour dire « nous sommes soulagés par ce que tu dis ». Et le plus significatif, c'est un homme comme Gaston Monmousseau qui dit, mais textuellement, devant ses camarades, il dit « je suis soulagé parce que la publication du rapport secret dans la presse bourgeoise, ça a été le plus gros coup que j'ai reçu sur la tête de ma vie. Et c'est le plus gros coup parce que Khrouchtchev a raison. Oui, c'est si ce qu'on dit de Staline est vrai, mais
ma vie n'a plus de sens. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ma vie n'a plus de sens parce que l'identité communiste s'est construite dans ce rapport à l'Union soviétique et à Staline. Remettre en cause cette histoire, c'est remettre en cause ma façon d'être, c'est remettre en cause par conséquent mon combat lui-même. Lorsque j'ai appris, tout jeune membre du comité central du parti, que Staline avait commis les crimes qu'il a commis, c'est-à-dire que cet homme-là, pour qui tout le monde était plein d'admiration et même de vénération, n'était pas celui que l'on imaginait, mais qu'il était une sorte de dictateur qui avait souillé mon idéal. Voilà. Figurez-vous que j'avais dit à mes camarades, figurez-vous, je l'ai écrit même dans un livre, lorsque j'ai été arrêté par la Gestapo, à 17 ans, au même âge que Guy Môquet, j'ai cru que j'allais être fusillé, compte tenu du rôle de mon travail dans la résistance, pour surtout engager dans les forces, dans la mouvance communiste et même dans les francs-tireurs et partisans français. Eh bien, je m'étais dit, si je suis fusillé, je vais crier « Vive Staline, vive la France ». Voilà. C'est pour vous dire à quel point d'apprendre, après le 20e congrès, ce qu'était ce Staline pour lequel j'avais cette admiration, cette presque, pour autant dire, idolâtrie inconsciente de la vérité, à quel point j'ai pu être frappé, blessé, terriblement. Moi, je n'ai pas cru au rapport Khrouchtchev. Bon, je savais qu'il y avait un rapport, effectivement, mais j'étais persuadé que Khrouchtchev n'avait pas pu dire des choses pareilles sur Staline. Et j'ai assisté au compte-rendu qu'avait fait Duclos du congrès au 20e congrès, Salvagram, où il a fait applaudir le nom de Staline, et j'ai applaudi. Bon, en même temps, je sentais bien qu'il devait y avoir quelque chose, mais c'était pas possible que ce soit aussi monstrueux qu'on a pu l'apprendre à ce moment-là et encore plus après. Alors après, il y a eu la Hongrie, et bon moi l'intervention soviétique, bien sûr, elle ne me plaisait pas, mais en même temps c'était un soulagement. Enfin, il venait au secours des communistes hongrois, il rétablissait l'ordre, disons, rétablissait la situation, oui. Et je me souviens très bien que quand je l'ai appris le dimanche matin, je logeais chez mes beaux-parents, nous n'avions pas de logement à l'époque, on a bu l'apéritif en disant enfin bon, c'est réglé à Budapest. Vous avez bien arrosé ça? Oui, oui. Bon. Le lendemain, c'était plus difficile, parce qu'en arrivant à l'usine, je me suis fait sérieusement accrocher, engueuler, même injurier. Un gars qui m'a craché à la figure, qui a déchiré sa carte de la CGT. Bon, c'est des choses qu'on n'oublie pas, la preuve, 60 ans après presque, mais 50 ans après. Mais je dirais que l'intervention française et anglaise en Égypte nous a bien rendu service au parti à ce moment-là, parce qu'elle nous a permis de dévier un peu le coup, quoi. On va taper sur les Égyptiens, sur les Arabes, ils ont nationalisé, ils ont raison. De toute façon, là-dessus, le parti avait raison, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous a quand même permis de dévier un peu le coup. Ensuite, quand ils ont foutu le feu au comité central, bon, j'étais dans la rue le soir, on s'est bagarré, on s'en est payé quelques-uns, et ça déplut aux ouvriers, ça avait un caractère fascisant qui n'a pas plu, qui nous a aussi aidé un petit peu à rétablir. Élise est une jeune femme impliquée dans les combats d'aujourd'hui. Elle est le fruit d'une lignée de communistes, petite fille d'une résistante déportée à Ravensbrück. Elle n'a jamais été militante, mais elle est profondément marquée par cet héritage. Nous avons souhaité la confronter à certains de nos témoins. J'avais un grand portrait de Staline que j'avais mis accroché à la maison et j'ai voulu me faire photographier devant. Et une bonne copine à moi qui avait, elle, moi j'étais plus petite, et qui m'avait dit « T'as pas honte de te faire... » Alors elle avait déjà perçu quelque chose.
Et donc après, j'ai retiré ça et surtout, je me suis pas vantée de... Non, mais c'est pour vous dire l'attraction qu'il y avait. Alors, l'espoir dans tout ça. Comment garder l'espoir? Oui, je vous en prie. Non, avant l'espoir. Avant l'espoir, quand même. Donc, vous racontez ça. Qu'est-ce que ça vous fait quand tout d'un coup, cet homme dont vous aviez la photo dans votre salon, dont vous rêviez de vous faire prendre en photo avec, vous apprenez ce qu'il a fait, pour le dire très vite. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais moi, je pensais encore, enfin, il y a eu tout un moment où je pensais que tout le peuple soviétique était derrière lui. Hein. Bon, j'avais entendu depuis déjà un moment qu'il y avait eu des choses qui pouvaient nous mettre la puce à l'oreille. Mais moi, j'étais engagée tellement dans une bataille de chiens en France pour la paix, j'étais à l'entreprise, bagarrais pour la paix au Vietnam. J'avais emmené une bande de filles, on avait récolté des jouets pour les enfants de Caire qui n'envoyaient pas les armes au Vietnam et qui étaient donc en grève. Et c'était Noël et on avait ramassé un tas de jouets et on était parti, une délégation de mon atelier, porter à Marseille ces jouets pour la paix au Vietnam. Mais des histoires comme celle-là, c'en est une parmi tant d'autres, mais j'avais l'impression d'être complètement débordée par l'action. Tout ça n'empêchait pas qu'il se passe des choses horribles Absolument. Dans ton paradis. Dans mon paradis, il se passait des choses horribles. Alors, tu le voyais ou tu le voyais pas, ou tu voulais pas le voir? Il y a eu un temps où j'ai pas voulu le voir, effectivement, parce que j'avais peur aussi de ma fragilité, d'une certaine façon. Je voulais pas que ça m'embrouille et que ça m'empêche de faire ce que je croyais bon de faire. Moi, je crois qu'il faut être simple, il faut être modeste. Le Parti communiste, bon, il a fait des conneries, d'accord, mais soyons modestes, reconnaissons-les, et puis essayons d'être nous-mêmes. Parce que quand tu vois chacun d'entre eux, ils sont formidables. Non, plus ou moins, mais là aussi, c'est pas... Mais pourquoi sont-ils... Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est parce qu'il y a une perspective. Sans perspective, t'es mort. Moi, ce que je me demande, c'est que pour que des gens aussi intelligents, documentés et lucides que vous ayez pu ne pas voir, c'est quand même que le Parti communiste, dans sa manière de fonctionner, s'était débrouillé pour qu'il n'y ait pas de possibilité de réflexion et de réelle critique sur ce qui se passait là-bas, mais aussi ensuite sur ce qui se passait à l'intérieur. Tu veux que je te dise, je suis d'accord avec toi. Et alors, continue, là, mais je suis d'accord avec toi. Mais vous voyez le problème, c'est que si c'est ça, c'est là où la crédibilité du PC, elle est remise totalement en cause. Ce parti autoritaire et centralisé a quand même fait, et c'est lui qui l'a inventé, le front antifasciste, le front populaire, la résistance, la lutte anticoloniale. C'est-à-dire, attention à ne pas en rajouter. Alors c'est incroyable. Les partis politiques, la droite, hein, on parle toujours du Parti communiste, elle a collaboré massivement avec Hitler. Elle a même massivement. Elle a condamné à mort de Gaulle. Elle a mené les guerres coloniales. Excusez du peu. Voilà. Mais ce passé est rayé, il porte plus loin. Alors donc, le seul parti qui est sur la sellette, c'est le Parti communiste. Ça me paraît assez logique, effectivement, qu'on vous demande des comptes qu'on ne demande pas aux autres. Voilà. Et je trouve ça logique. On va demander des comptes jusqu'à la fin des temps. Non, on va demander des comptes, on va demander des comptes jusqu'à ce que... C'est-à-dire que quand même, Henri, avec tout le respect que j'ai pour vous, le fait même qu'au moment où ces questions-là, elles viennent se poser, il y ait encore autant, mais il n'y a pas qu'avec vous, il y a aussi avec Maurice, autant de résistance, autant de révolte, quoi, que j'entends, bien sûr que j'entends. De souffrance, voilà. Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, pour moi.
Voilà, je me dis, alors, si on en est là, c'est que, quand même, il y a un retour qui n'est pas complètement fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous accuse. Parce qu'il y a l'histoire, ma belle. Parce que, comment tu veux effacer l'histoire? L'histoire existe. Voilà, et puis on la prend telle qu'elle est. Je pense que les premiers qui ont souffert le plus après Khrouchtchev, c'est pas les autres, hein, parce que les autres, au contraire, c'est nous. Bien sûr. C'est nous qui en avons pris le plus dans la gueule. Moi, je ne regarde pas mon passé comme un passé de ruine dont je meurs de sortir. Je l'assume. Je l'assume dans sa grandeur, je l'assume dans ses limites, je l'assume dans mes cécités, mais je l'assume aussi dans l'intelligence du collectif humain qui a inventé des choses extraordinaires grâce auxquelles ta génération est là. Et intelligente. Et donc, tu ne me feras pas dire que derrière, il y a un tas de merde dont je veux sortir. Non, derrière, il y a une grande période historique où pour la première fois le communisme a pointé le nez. Et c'est pas brillant. Et c'est à la fois extraordinaire. Eh ben, on refera pas la même chose. Mais si on sort pas de cette société capitaliste, si des gens comme moi et comme toi ne se décident pas à reprendre un chemin dans ce sens, où on va? Toi, tu trouves que ce procès qui vous est fait, il est injuste? Je trouve qu'il est profondément injuste, d'autant plus qu'on est depuis des dizaines d'années. Tout ça, ça a un demi-siècle. Un demi-siècle après. On reproche pas aux Américains Hiroshima. On a fini de reprocher aux Allemands Auschwitz. Fini. Ils ont payé, au fier. On a fini de reprocher la non-intervention, qui est un crime à Léon Blum. On ne parle même plus, parce qu'ils ont élu un homme noir, et c'est très important, de la guerre du Vietnam et de la guerre de Corée où on balançait des microbes. C'est invraisemblable. Ce que l'impérialisme a fait dans ces... On ne parle plus des 200 ou 300 000 Algériens assassinés par l'armée française sous la direction de socialistes. Non, ça, c'est fini. Tu dis, oui, mais on savait, d'accord. Mais comment peut-on, pendant un demi-siècle, venir me dire à moi, tu es un salaud? Non, je suis pas un salaud, merde.